Ravi d'être là. La raison pour laquelle aujourd'hui, en fait, avec Christine, mon associée, on a créé le Psychléa, c'est parce qu'en fait, après avoir introduit l'économie circulaire en France en 2007, au moment où le terme n'existait pas, on s'est dit en fait que les choses n'allaient pas assez vite. On s'est posé la question de pourquoi. Et on s'est dit en fait, il y avait 4 révolutions qui étaient nécessaires pour vraiment en fait créer un monde différent, un monde meilleur, un monde où en fait on ne tend pas vers une raréfaction des ressources et des problèmes de biodiversité et finalement humains. Premièrement, en fait, c'est qu'on a besoin d'une révolution des esprits. Donc de passer d'un mode de pensée linéaire à un mode de pensée circulaire, de passer du court terme au moyen long terme, c'est quelque chose en fait qui nous concerne tous et qui est un élément indispensable en fait à la création de ce monde que l'on souhaite tous meilleur. Donc révolution des esprits, passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, y compris notre manière de penser. Deuxièmement, c'était la révolution des données. Aujourd'hui, on n'aurait jamais lancé en fait des fusées sur la Lune si on était resté avec des ordinateurs en mode analogique, avec des ordinateurs à diode, à transistor. C'est le fait d'avoir des 0 et des 1, des choses toutes bêtes qui nous ont permis de développer plein d'algorithmes, plein de moyens qui nous ont permis effectivement de pouvoir lancer des fusées sur la Lune. Donc on a besoin des données pour pouvoir en fait boucler des boucles et être dans l'économie circulaire. Et on verra comment. Troisième chose en fait, c'est des révolutions au niveau des modes constructifs. On voit que les choses évoluent. Est-ce qu'on a des modes constructifs qui sont rigides? Est-ce qu'ils sont plus ou moins démontables? Aujourd'hui, on verra des exemples de choses qui sont en train d'apparaître, qui sont vraiment intéressantes. Et la quatrième révolution, je dirais, c'est la révolution de s'y mettre, de se dire en fait que on n'est plus au niveau de la communication, on est moins au niveau de l'implémentation. On a des choses qui existent aujourd'hui, des produits qui existent, qui sont caractérisés, on a besoin de les faire connaître, on a besoin de les utiliser. Et donc cette révolution, évidemment, elle est connectée à la notion de modèle économique. Donc quand on pense différemment, quand on utilise des matériaux et des systèmes différents, on a accès à de nouveaux modèles économiques. Et vous allez voir qu'ils existent d'ores et déjà. Il faut juste penser agir de manière un peu différente et repenser nos processus. Ce qui évidemment nous demande en fait de changer un petit peu. Pourquoi changer? C'est parce qu'aujourd'hui, quand on regarde en fait nos bâtiments, vous le savez, le BTP, le bâtiment, c'est 70% des déchets en volume en France. Quand on récupère des fonciers après un certain nombre d'opérations immobilières, elles sont souvent très dégradées. Et souvent, en fait, aujourd'hui, comme le disait en fait Peter tout à l'heure, en réalité, on est très conscient du gaspillage alimentaire de nos jours, mais pas assez du gaspillage des ressources, alors même qu'il y a énormément de produits qui sont dans nos bâtiments, et qu'un bâtiment, c'est un métabolisme lent. Sachez qu'environ 70-75% des constituants d'un bâtiment sont remplacés pendant la vie du bâtiment. Donc tout ça, aujourd'hui, ça part majoritairement en fait en enfouissement, en valorisation énergétique ou à l'export. Vous avez vu que la Malaisie nous a encore renvoyé en fait 150 containers, dont un tiers venait de France. Donc on a plein de travaux en fait avec différents clients. Quand on essaie de voir ce qu'il arrive en fait, ce que font les gestionnaires de déchets en fait de ces matières usagées, on a des chiffres fantaisistes, voire des portes fermées. Pourquoi? Parce qu'en fait ils veulent soit protéger des marges, soit en fait ce qu'ils font n'est pas forcément complètement avouable. Alors pourquoi protéger des marges alors même qu'en réalité la ressource appartient au propriétaire? Oui. Donc cette valeur résiduelle qu'a dans mes ressources usagées, au lieu de payer quelqu'un pour m'en débarrasser, comme si c'était encore un déchet, notamment si les produits sont bien conçus, ils ont une valeur résiduelle qu'on veut chercher à récupérer en tant que propriétaire. Il faut juste s'organiser, et du coup l'éco-conception prend tout son intérêt. On va éco-concevoir, choisir des produits consciemment pour créer des bâtiments plus conscients en termes d'impact sur la santé et d'impact sur l'environnement. Évidemment, pour ça, on a besoin de mémoire. C'est ce que disait Chloé tout à l'heure. On a besoin de faire une éco-conception qui permette derrière, en fait, la qualité qu'on va sélectionner va être mémorisée, gérée dans le temps, de manière à ce qu'on puisse gérer en fait nos ressources, comment gérer un stock. Hein. Donc, et d'inverser le modèle, c'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai des déchets dont je ne sais rien, dont je veux me débarrasser, d'avoir des ressources caractérisées, par ce qu'on appelle des passeports circulaires dont je vous parlerai, qui permettent du coup de pouvoir les suivre dans le temps et de pouvoir les associer, surtout si il y a des outils comme celui que je vais vous présenter qui nous y aident, les associer à des écosystèmes circulaires qui feront qu'on va imiter la nature. Dans la nature, en fait, il n'y a pas de déchets, comme vous le savez, tout se transforme. On a, si je prends l'exemple d'un cerisier, des feuilles mortes en fait qui ne sont pas des déchets puisqu'elles vont être transformées en nutriments à travers des micro-organismes. Donc on a un triptyque, gisement, transformateur, besoin. Donc la nature va consommer en fait des nutriments qui auront été préalablement transformés pour atteindre la qualité attendue par celui qui a besoin. C'est ce qu'on va faire en fait en utilisant ces informations-là. Du coup, on a introduit cette notion de ressource manager. C'est une personne en fait qui va être en charge de gérer ces informations dans le temps, de manière à ce que quand un produit arrive en fin d'usage, il puisse effectivement
être intégrés dans un écosystème circulaire, soit sous forme de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou d'upcyclage, qui soit source au minimum d'économie, voire de valeur ajoutée, surtout si les ressources continuent de se raréfier. C'est ce qu'on appelle le système banque de matériaux. Donc c'est un système en fait qui a été inventé lorsque EPEA a participé, on a participé il y a maintenant 6-7 ans en fait à un projet européen qui s'appelle le BAM, et qui a permis justement de penser ce nouveau concept de créer un bâtiment comme une banque de matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est comme à la banque, vous avez des assets, ben, ces assets ils doivent prendre de la valeur dans le temps. Pourquoi ils prennent de la valeur de temps? Parce que justement les ressources se raréfient et je suis capable de récupérer la valeur de ces assets-là. Pour récupérer cette valeur-là, il faut caractériser les produits qui constituent le bâtiment. Il faut avoir une carte d'identité, ce qu'on appelle un passeport circulaire, material passport en anglais, dans lequel on va trouver la composition de mon produit, dans lequel on va trouver donc les prochaines lignes, dans lequel on va trouver des précautions de maintenance et de démontabilité, sa période d'usage, de l'intelligence qui va permettre, quand on va livrer le bâtiment, de livrer avec toute l'intelligence requise pour pouvoir en fait faire ce qu'on appelle nous le resource management. Mais évidemment, on a aussi besoin de construire des bâtiments qui soient les plus démontables possibles. Alors pas uniquement pour des raisons de réversibilité, flexibilité, mais aussi pour pouvoir récupérer à moindre coût, lors de la dépose, en fait, ces produits-là, pour qu'on ait un modèle économique. Il n'y aura pas d'économie circulaire s'il n'y a pas de modèle économique positif, ou au moins en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. D'ailleurs, tous nos directeurs et responsables RSE qui sont présents dans cette salle-là sont souvent confrontés en fait à cette question-là, mais combien ça me rapporte en fait, quel est le gain. Donc ce gain-là, il ne s'obtient pas à court terme, il s'obtient à moyen terme, mais on peut le construire en fait dès la conception du bâtiment. Donc un bâtiment banque de matériaux, c'est un bâtiment démontable, construit pour être démonté facilement, caractérisé par un passeport circulaire dans lequel on a des données et dont on va tirer plein d'informations et plein de calculs dont je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. C'est ça qui permet en fin d'usage de pouvoir intégrer un cycle biologique ou un cycle technique. Évidemment, quand on va choisir en fait des produits, selon que vous choisissez un produit qui est toxique ou fait d'une matière dont on ne sait rien faire, vous allez en fait avoir une valeur résiduelle plus ou moins importante en fin d'usage. Donc le fait d'avoir des produits qui ont été sélectionnés spécifiquement, comme ça a été le cas pour le parc de main, pour leur qualité de circularité, pour leur qualité de non-toxicité et aussi pour leur qualité en termes de processus de production, c'est-à-dire d'impact positif et non pas négatif sur l'eau, l'humain ou l'empreinte carbone ou le bouquet énergétique utilisé. Donc va être une garantie de retour sur investissement plus importante. Si le produit est certifié, ça veut dire qu'en plus un tiers vous aura garanti que c'est bien fait. Mais ce n'est pas obligé qu'il soit certifié si en fait il est de qualité. Donc on a des produits aujourd'hui certifiés. On a un exemple en fait aujourd'hui avec Target qui est sur scène, qui a défini des passeports circulaires de manière Cyclia. Il y a d'autres fabricants dans la salle qui sont présents, comme Armstrong, Interface et d'autres en fait qui les ont définis. C'est important d'avoir de la donnée. Et ensuite, derrière, on peut même référencer des bâtiments qui sont inspirés du Crédit Agricole, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le process, c'est le suivant. C'est que la première chose, c'est de savoir quels sont ces produits. Aujourd'hui, on a un déficit de communication autour des produits vertueux, qu'ils soient certifiés Crédit Agricole ou pas. Donc, on a besoin d'avoir une librairie. On a besoin de savoir ce qui caractérise ces produits. Quel est leur impact sur la santé, quel est leur potentiel de circularité, quel est leur impact, en fait, sur le processus de production. C'est ce qu'on appelle, en fait, une librairie de passeport circulaire. On a besoin aussi d'avoir un outil qui nous permet, en fait, de pouvoir caractériser les gisements de mon bâtiment. Un gisement, c'est quoi? C'est un produit caractérisé par un passeport, une identité et une localisation. Et donc, j'ai des gisements de mon bâtiment. Et j'ai besoin, du coup, de pouvoir avoir des indicateurs de progrès qui vont me permettre de pouvoir mesurer l'avancement, en fait, dans le temps de mon bâtiment. Derrière, quand j'ai cette information-là, je peux pouvoir ensuite les intégrer dans les écosystèmes circulaires. Les bénéfices, en fait, sont multiples. Ils sont aussi financiers. On donnera quelques exemples tout à l'heure. Évidemment, quand on commence à avoir de l'information partant des building blocks des bâtiments, on n'est pas sur des approximations plus complexes de l'empreinte carbone, on rentre en fait au niveau de la molécule ou du bâtiment, du produit qui va constituer mon bâtiment. Donc je peux agréger de l'information et avoir en fait une empreinte que je peux faire évoluer au fur et à mesure des rénovations dans le bon sens. Donc c'est ce que fait MyEpsyClear. C'est un logiciel qui a été soutenu par différentes initiatives, qui a reçu différents prix, qui dit en fait voilà, on peut créer des passeports circulaires. Donc je signale aux gens de Circolab qui ne sont pas encore inscrits qu'on a en test en fait la plateforme pour les membres de Circolab, dans lequel on va pouvoir non seulement rentrer l'information dont je vous parlais en termes de composition. On a dû inventer une nomenclature universelle parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nomenclature qui permet de pouvoir décrire les matériaux d'un composant dans le plastique, dans le métal, etc. On n'a pas quelque chose d'universel qui inclut notamment, y compris les aspects organiques.
Donc cette nomenclature permet en fait finalement de sortir, que tout le monde puisse parler le même langage, ceux qui ont des besoins, ceux qui ont des gisements, ils savent de quoi ils parlent, et surtout, ça va nous permettre d'avoir des données harmonisées sur lesquelles on pourra faire jouer les algorithmes d'intelligence artificielle, et ça c'est extrêmement important. On va rentrer l'information sur l'empreinte carbone, des informations sur les prochaines vies, etc. Et du coup, on va pouvoir en fait avoir des listes de produits avec des petits pictos qui vont pouvoir un petit peu aider le maître d'œuvre ou les entreprises à sélectionner les produits qui ont leur préférence parce qu'ils ont des qualités environnementales. Donc quand les pictos sont colorés, ça veut dire qu'on a la preuve de ce qui est affirmé et il s'est vérifié par un tiers. Quand le picto en fait est grisé, c'est ce que vous voyez en fait à droite, ça veut dire qu'il y a une déclaration mais pas vérifiée par un tiers. Quand il n'y a pas de picto, ça veut dire qu'on n'a pas d'information, mais le produit peut être présent malgré tout. C'est aussi une source d'émulation et d'amélioration. Alors, n'importe quel fabricant peut rentrer gratuitement ces passeports circulaires. On leur donne un compte indépendant, donc ils peuvent mettre à jour et faire vivre leur passeport. Et n'importe quelle personne qui le demande peut avoir un accès gratuit à la librairie pour pouvoir accéder en fait, à ces passeports. Donc tout un processus qui est en cours, qui fait évoluer le nombre des passeports circulaires. L'autre aspect, c'est un module qu'on appelle inventaire qui permet justement de pouvoir créer des gisements dont je parlais tout à l'heure, mais également de pouvoir inviter dans la plateforme des gens qui vont contribuer à l'écosystème, ceux qui auront des besoins. Parce que dans l'économie circulaire aujourd'hui, encore une fois, on ne part pas du déchet non caractérisé, on part du besoin en ressources régénérées ou réemployables. Donc on exprime ces besoins dans le même langage grâce à la nomenclature et les passeports circulaires qui permet aux gens de dire j'ai besoin de récupérer une moquette, de récupérer les bilans de la moquette, etc. Donc on va inviter en fait des partenaires qui ont des besoins, des partenaires qui font aussi des transformations. On verra dans l'exemple de Target en fait qu'il faut passer par des intermédiaires pour récupérer des bilans générés. Et comme on a la donnée, on va pouvoir en fait générer en fait ce que nous on appelle une signature circulaire, donc des informations sur l'empreinte carbone de mon bâtiment, par agrégation finalement des informations disponibles dans les passeports, tout simplement. Une information sur la toxicité, donc on s'est appuyé sur aujourd'hui le standard international qui est le CREDL comme référence. Il y a une liste bannie, il y a aussi des degrés de certification. Donc selon le degré, selon qu'on respecte la liste ou pas, on va avoir on va être plus ou moins dans le côté toxique ou non caractérisé, au contraire on a quelque chose qui est très sain au niveau COV, CMR, etc. On va aussi calculer le degré de circularité, ça c'est très intéressant, complètement innovant, en se basant en fait sur une proportion 1 tiers, 2 tiers de part de matière recyclée ou rapidement renouvelable dans mon produit, et puis sur les 2 tiers restants, on va sur la base de la démontabilité des composants, de la démontabilité des produits dans leur environnement, des prochains usages connus, de la qualité des prochains usages. On va mieux valoriser évidemment du recyclage, de l'upcyclage, de l'emploi que de l'évaluation énergétique, et la notation des passeports que je vous ai présenté tout à l'heure pour générer des notes qui vont pouvoir en fait mesurer le degré de circularité. Et enfin la valeur résiduelle. Depuis ces 13 dernières années, on a accumulé beaucoup d'informations sur la valeur que peut avoir une charpente, une moquette, un fauteuil, un métal, etc. Donc on a des grosses tables avec plein d'entrées. Donc on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire corréler les passeports circulaires d'un bâtiment, d'un produit avec les entrées de la table pour pouvoir en déduire en fait des valeurs résiduelles en cas de réemploi ou en cas de recyclage. Donc c'est ça qui nous permet donc finalement en disant par rapport au coût d'achat initial, compte tenu du pourcentage, de la capacité de valorisation de mon constituant sous forme de réemploi ou de recyclage, compte tenu des dépensibilités, parce que je ne paie pas en fait un gestionnaire de déchets pour les mettre en décharge, mais compte tenu aussi des surcoûts, comme par exemple les dépôts sélectifs, le tout pondéré en fait par un degré de démontabilité et d'usure des constituants, parce qu'on a toutes ces informations-là, on peut produire en fait des calculs intéressants. Dernier module en fait, c'est celui qui permet, une fois qu'on a tout éco-construit, de gérer notre ressource dans le temps. Donc le but c'est vraiment d'imiter la nature, de créer les écosystèmes dont je parle, que vous voyez sur la gauche. Donc on n'est pas en train de dire style bon point, place de marché, j'ai un pupitre, est-ce que tu veux un pupitre? Non, le pupitre il peut être réutilisé certes, mais il peut aussi en fait prendre différentes formes et j'ai besoin de transformateurs intermédiaires, donc c'est vraiment un triptyque entre 3 parties prenantes, celui qui a le gisement, celui qui a le besoin et celui qui a la transformation, sachant qu'on partira toujours du besoin et c'est ça qui garantit davantage justement la valeur économique. Le modèle économique est garanti par le fait qu'on a des gens qui ont des besoins d'une certaine qualité en matière première, secondaire ou peut-être en réemploi de produits. Donc on utilise là aussi des fonctions d'intelligence artificielle pour faire une association entre le besoin qui est tout en bas, les gisements qui sont tout en haut et les transformateurs intermédiaires puisqu'on a de la data dans les passeports circulaires. Donc on est capable en fait, parce qu'on appelle de l'IA symbolique, de pouvoir faire ces genres d'associations pour aider le ressources manager dans l'identification. Je vais donner quelques exemples avant de terminer. Donc sur les bénéfices du coup économiques.
économique et aussi en termes de tout le monde aujourd'hui, quand on nous dit nous on tend vers le zéro déchet, on tend vers le zéro carbone, et pour ça il faut être capable de mesurer. Donc là je vais prendre comme exemple en fait l'Investa Construction Technologies qui est un pure player en fait de la construction donc circulaire. Alors, ils ont compris finalement ce principe de bâtiment comme de matériaux, donc ils ont construit des bâtiments, des modules 3D qui sont construits hors site et qui s'appuient justement sur des produits qui ont été sélectionnés soigneusement par rapport à leur qualité environnementale. Donc ces modules qui peuvent s'empiler, qui peuvent prendre différentes formes jusqu'à créer des bâtiments. Et du coup, ils ont produit leur signature circulaire. On voit qu'ils sont vraiment très élaborés, très bons sur la partie circularité. Près de 70% des produits, 70% des matériaux qui ont été, des produits qui ont été sélectionnés en fait sont vraiment vérifiés au niveau de la toxicité. Et là, vous ne le voyez peut-être pas, en fait, selon qu'on soit en mode déconstruction, en mode rénovation, en mode rénovation sur 30 ans, ce qui permet de calculer l'outil, on est entre 2,5 et 10% de récupération de la valeur initiale du coût matière. Donc, sachant que quand on raisonne sur 30 ans, on a, selon les corps d'État, selon les structures en fait, du bâtiment, différentes durées d'usage qui nous permettent de pouvoir faire des calculs. Donc, un autre exemple, en fait, c'est Ariane Construction, c'est une filiale d'IGC qui fait des maisons dans le sud-ouest. Donc, ils avaient un loft et puis ils ont décidé de faire un loft cradle to cradle. Donc, ils appliquent exactement la méthodologie dont parlait Peter tout à l'heure, sur ça qui était sur le parc maintenant, de travailler avec différents fabricants, de sélectionner en fait, ou de faire évoluer les produits donc qui contribuent en fait à leur maison circulaire. Et donc, ils sont en train de reconcevoir avec eux. On aura fini dans quelques mois. Aujourd'hui, ils ont fait justement une sélection de 20% de ces passeports-là par rapport à la cinquantaine de fabricants qui travaillent avec eux, et ça donne là aussi en fait une signature circulaire particulière. Voilà. Bien sûr, ça s'applique à tout type de bâtiment. Il y a de gros bâtiments, des bâtiments de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés qui sont en cours de construction. Il y a à peu près, selon ce principe-là, à peu près 300 000 mètres carrés de bâtiments qui sont terminés ou en cours de construction sur les principes que je vous ai décrits, dont le bâtiment, en fait, l'université de Loire, en fait, à Val d'Europe, qui est construit par Nexity, et dont, par exemple, le palais du commerce à Rennes, en fait, qui est rénové et étendu pour être transformé en centre commercial et en centre de co-living avec Frey et puis Apostimo. Voilà, je voulais juste vous présenter rapidement pour vous dire, en fait, au final, il y a le concept, il y a les certifications dont on se demande souvent à quoi elles servent. Là, vous savez maintenant à quoi elles servent, c'est qu'elles servent à garantir que l'information qu'on me donne est valable, parce que je peux créer de la valeur à partir de cette information-là, parce que je garantis la non-toxicité, parce que je garantis en fait la circularité, donc la valeur résiduelle, donc la circularité de mes ressources, de mes bâtiments et de mes villes. Voilà, merci beaucoup.